La plante la plus envahissante de votre jardin n'est probablement pas une mauvaise herbe venue de l'extérieur, c'est une que vous avez vous-même choisie et plantée. Cette vidéo vous montre précisément comment reconnaître les espèces qui colonisent en silence et comment les contenir avant qu'elles n'étouffent tout le reste, parce qu'elles partagent un point commun que presque aucun guide ne mentionne. Elles semblent sages la première année, puis elles changent de stratégie. Restez jusqu'à la fin et vous saurez exactement lesquelles surveiller, à quels signes les reconnaître et quelle méthode simple permet de les garder à leur place sans y passer tout l'été. Ils progressent sous terre grâce à ces rhizomes et finissent par constituer un réseau dense qui laisse peu de chance aux plantes plus fragiles. Au bout de quelques saisons, on constate souvent que le muguet a avancé bien au-delà de la zone prévue. Il s'infiltre entre les vivaces, concurrence les jeunes plantations et rend la terre difficile à nettoyer sans tout retourner. Dans les climats tempérés et frais, surtout quand le sol reste humifère et humide, il se montre particulièrement vigoureux. La chaleur forte peut ralentir son expansion, mais ne l'arrête pas durablement. Si vous tenez vraiment à sa floraison, le plus prudent est de lui réserver un espace strictement délimité. Une bordure enterrée en continu et à bonne profondeur peut freiner la progression des rhizomes, à condition qu'elle ne présente aucune interruption. Une autre solution consiste à l'installer dans un grand contenant enfoui dans le sol ou dans une zone physiquement séparée du reste des massifs. Il faut aussi garder à l'esprit un point essentiel. Le muguet est toxique dans toutes ses parties. Dans un jardin fréquenté par de jeunes enfants ou par des animaux qui mâchonnent les plantes, ce détail mérite une vraie réflexion avant toute plantation. La plante suivante pose un autre type de problème, encore plus frustrant quand on essaie de l'enlever. Il s'agit du réfort. Beaucoup l'apprécient pour son usage en cuisine ou pour son côté rustique au potager. Mais une fois installé en pleine terre, il devient souvent l'un des végétaux les plus tenaces à faire reculer. Sa force vient de son système racinaire profond et charnu. Lorsqu'on tente de l'arracher, il reste presque toujours des fragments dans le sol et chaque morceau oublié peut donner une nouvelle pousse. C'est là que beaucoup de jardiniers aggravent la situation sans le vouloir. En coupant, bêchant ou fraisant la zone infestée, ils multiplient simplement les morceaux de racines capables de repartir. Une mauvaise tentative d'élimination peut ainsi transformer un seul pied gênant en une colonie entière. Le réfort tolère des conditions variées et s'adapte aussi bien aux terres riches qu'aux potagers ordinaires, pourvu qu'il trouve de la lumière et un sol qui ne sèche pas trop vite. La meilleure précaution reste de ne jamais le laisser courir librement dès le départ. Si vous souhaitez en cultiver, réservez-lui un contenant dédié, une grande cuve, un seau robuste percé au fond ou un bac isolé du reste des planches. Évitez surtout de passer un motoculteur ou des outils qui hachent les racines dans une zone déjà envahie. Avec cette plante, chaque coupe mal placée peut devenir un nouveau point de départ. Troisième cas classique, la menthe. Presque tout le monde rêve d'en avoir sous la main pour une infusion, une salade ou une boisson fraîche, et presque tout le monde sous-estime sa vitesse d'expansion. La menthe s'étend par stolons et par tiges souterraines qui partent discrètement à la recherche de nouvel espace. On la plante dans un coin du jardin et on la retrouve quelque temps plus tard au milieu d'une autre culture, parfois à plusieurs mètres du point de départ. Elle est particulièrement active dans les sols meubles, fertiles et régulièrement humides. Dans un terrain sec, elle peut ralentir, mais dès que l'humidité revient, après des arrosages suivis ou une période de pluie, elle repart comme si de rien n'était. Mieux vaut donc ne pas la traiter comme une simple aromatique de bordure. C'est une plante à contenir dès le premier jour. La solution la plus fiable reste simple, cultiver la menthe en pot, en bac ou dans un récipient aux parois fermées. Si le contenant est enterré, son rebord doit dépasser légèrement du niveau du sol pour limiter les échappées. Il faut aussi surveiller les tiges qui retombent et s'enracinent plus loin. Beaucoup de problèmes commencent ainsi, presque sans qu'on le remarque. Le piège avec ces plantes, c'est qu'elles ne colonisent pas seulement l'endroit où vous les avez mises. Elles avancent sous terre, ressortent loin du pied-mère et reviennent après une coupe ou un arrachage superficiel. Un massif soigné peut se retrouver compromis si l'on a choisi la mauvaise espèce sans prévoir de barrière dès le départ. Sinon, vous pouvez passer tout l'été à arracher des rejets sans jamais régler le vrai problème. Quatrième plante, le sumac de Virginie, qu'on appelle aussi vinaigrier. Son port exotique, son feuillage découpé et ses couleurs d'automne presque rouges en font un sujet remarquable au jardin. Mais il faut savoir à quoi l'on s'engage. Le vrai problème ne vient pas seulement de la partie visible. Ce sumac drageonne facilement. Ses racines s'étendent à l'horizontale, assez près de la surface, puis produisent de nouvelles pousses à distance.
On croit planter un sujet isolé et l'on découvre ensuite des rejets dans une allée, au bord d'une pelouse ou près d'un autre massif. Dans les régions où il se plaît, cette tendance peut devenir envahissante. Le climat, la nature du sol et l'entretien influencent beaucoup son comportement, mais quand il démarre vraiment, il faut intervenir avec méthode. Le plus prudent est de le réserver à un grand espace bien maîtrisé, loin des zones délicates. Une plantation délimitée par une barrière anti-rhizome solide peut aider à contenir l'expansion. À défaut, il faut supprimer régulièrement tous les rejets dès leur apparition, sans attendre qu'ils s'installent. Si on le laisse tranquille une saison entière, le travail de reprise devient tout de suite plus lourd. Plus les rejets vieillissent, plus ils sollicitent le réseau racinaire et plus leur suppression demande d'efforts. Ce n'est pas une plante à installer à la légère au milieu d'un jardin soigné. 5e plante. Le physalis à lanterne, souvent cultivé pour ses enveloppes oranges décoratives en fin de saison. Dans un bouquet sec, il est très réussi. Dans un potager ou un coin ornemental, il peut vite devenir bien moins plaisant. Le problème est double. Il se ressème, mais surtout, il s'étend par des rhizomes souterrains. Même si vous surveillez les graines, la plante peut réapparaître plus loin, directement par le sol. On l'installe pour une touche décorative, puis on le retrouve l'année suivante, au milieu d'une plate-bande voisine, parfois dans une rangée de légumes. Il supporte bien le froid et repart volontiers là où il trouve de la place. La meilleure façon de le garder sans débordement, c'est de le cultiver dans un espace strictement limité. Un grand contenant enterré, sans ouverture latérale ou une zone bien cloisonnée, donne de bien meilleurs résultats qu'une plantation libre. Pour éviter le semis spontané, coupez les tiges décoratives avant que les fruits arrivent à pleine maturité et se dispersent. Ce n'est pas une plante impossible à conserver, mais elle réclame une vraie discipline. Sans cadre, elle finit souvent par imposer le sien. Le piège suivant est encore plus visible parce qu'il grimpe au lieu de ramper. On le plante pour couvrir une structure, puis on découvre que sa vigueur n'a rien d'anodin quand on tarde à intervenir. 6e plante, le houblon. Pour habiller une pergola ou une tonnelle, il peut sembler idéal. La croissance est rapide, le feuillage est dense et l'effet est immédiat. C'est justement cette vigueur qui pose problème. Le houblon grimpe vite et s'enroule autour de tout support disponible. S'il n'est pas guidé et taillé régulièrement, il peut recouvrir une clôture, envahir un arbuste voisin, s'accrocher à de jeunes arbres et priver de lumière les plantes plus faibles. Dans un jardin déjà dense, cette masse végétale devient difficile à contenir au fil de la saison. Sous terre aussi, la plante prend de l'ampleur. Un vieux pied développe une souche puissante et de nombreuses pousses. L'arrachage d'un sujet bien installé est pénible, surtout si plusieurs saisons ont passé sans contrôle. Mieux vaut le savoir avant de le planter. Si vous tenez à l'utiliser, choisissez un emplacement précis, facile d'accès pour la taille, et surveillez-le régulièrement pendant la période de croissance. Si l'espace est restreint, un grand bac ou une barrière racinaire simplifie nettement la gestion. 7e plante, la sorbère à feuilles de sorbier. Beaucoup se laissent séduire par son feuillage léger et ses panicules blanches. Pourtant, derrière cet aspect raffiné se cache un arbuste capable de former rapidement une colonie dense par ses nombreux drageons. Le vrai danger de certaines plantes ne se voit pas la première année. Elles commencent comme de jolies curiosités, puis gagnent du terrain jusqu'à dicter leurs règles à tout le jardin. On comprend souvent trop tard que leur beauté cachait une capacité d'expansion difficile à maîtriser. Le cas suivant en est un bon exemple. Le sorbaria ne reste pas où on l'a planté. Il émet des stolons souterrains et surgit à plusieurs mètres du pied d'origine, souvent là où on l'attendait le moins. Un espace bien entretenu peut se retrouver criblé de nouvelles pousses en quelques semaines. Dans les régions très froides, sa résistance au gel est appréciable. Mais dans un climat plus clément, cette même vigueur devient vite un problème concret à gérer. Si vous voulez le cultiver sans qu'il envahisse les alentours, installez-le dans une grande cuve ouverte en bas ou dans une zone clairement délimitée par une barrière anti-rhizome solide. Une simple bordure décorative ne suffit pas. Mieux vaut aussi l'éloigner du potager et des zones que vous bêchez régulièrement, car le moindre fragment de rejet oublié peut relancer le cycle. La prévention vaut bien plus que l'arrachage en urgence. Sans contrainte physique et sans surveillance régulière, il finira par occuper un espace bien plus large que prévu. La vigne vierge donne souvent une fausse impression de plante docile. Au départ, on ne retient que le feuillage dense et les couleurs d'automne. Puis on découvre qu'une liane aussi vigoureuse, installée près d'une maison, demande une attention soutenue. Elle grimpe vite, s'accroche avec ténacité et peut s'infiltrer dans les moindres interstices si on la laisse faire.
Le risque n'est pas qu'elle démolisse brusquement un bâtiment en bon état, mais qu'elle aggrave des défauts existants, soulève certains éléments fragiles ou complique l'entretien des gouttières, des clôtures et des vieilles toitures. Dans les régions chaudes, la croissance peut s'emballer pendant la belle saison. Dès qu'une tige trouve un carré de terre meuble, elle peut s'y enraciner et étendre encore son emprise. Pour cohabiter avec elle, sans y passer son temps, réservez-lui un support choisi dès le départ, loin des zones fragiles, et taillez régulièrement avant qu'elle ne parte dans tous les sens. Une façade abîmée, un toit ancien ou une dépendance déjà fatiguée ne conviennent pas. Un sol minéral ou bien contrôlé autour d'elle facilite aussi la surveillance des marcottes spontanées. Sans cela, on bascule vite d'une plante ornementale à un chantier permanent. Le topinambour a bonne presse et il n'est pas sans mérite. Mais au potager, il faut savoir exactement ce qu'on accueille. Sa croissance est rapide, il monte haut en saison et l'ombre qu'il projette peut pénaliser les cultures basses installées trop près. Sa vraie force, c'est sa capacité à repartir depuis de simples morceaux de tubercules laissés dans le sol après la récolte. C'est ce qui le rend si tenace d'une année à l'autre. Dans les zones sèches, il supporte bien les périodes difficiles une fois bien établi. Dans les régions froides, il passe l'hiver sans souci. Autrement dit, s'il se plaît chez vous, il devient plus simple de le garder que de s'en débarrasser. Le bon réflexe, c'est de lui réserver une parcelle isolée, en bordure ou dans un espace réellement délimité où son retour ne gênera pas les cultures voisines. Ce n'est pas une plante qu'on glisse discrètement entre deux rangs de légumes. À la récolte, mieux vaut travailler soigneusement la zone et accepter qu'un contrôle sur plusieurs saisons soit parfois nécessaire. La mûre, surtout sous forme de ronces sauvages ou de vieux cultivars très vigoureux, peut transformer un coin de terrain en masse impénétrable. Son comportement le plus piégeux est simple. Quand l'extrémité d'une longue tige touche le sol, elle s'enracine et crée un nouveau point d'ancrage. C'est ainsi que la plante avance, mètre après mètre, en formant des rideaux denses et très épineux. En sol frais, avec des hivers modérés, cette progression va encore plus vite. Et une fois le massif installé, l'arrachage devient long, pénible, rarement réglé en une seule fois. Les racines sont robustes et la moindre intervention demande une vraie protection. Si vous tenez à cultiver des mûres, choisissez des variétés modernes, sans épines, et conduisez-les strictement sur palissage. Tout ce qui retombe vers le sol doit être coupé ou attaché avant l'enracinement. La différence entre une récolte agréable et un fouillis incontrôlable se joue souvent là. 11e mauvaise herbe, le liseron des champs. Ce que beaucoup de jardiniers ne savent pas, c'est que cette plante, aux petites fleurs blanches en trompette, peut enfoncer ses racines à plusieurs mètres de profondeur. Et ses graines, une fois tombées, peuvent rester viables dans le sol pendant plusieurs décennies. Le liseron a l'air innocent avec ses clochettes blanches. C'est pourtant un étrangleur efficace. Il ne pousse pas simplement à côté de vos légumes. Il les utilise comme échafaudage pour grimper vers la lumière, enroulant ses tiges si serrées autour des plants qu'il les affaiblit et finit par les briser sous son propre poids. Sa racine est à la fois son arme et son bouclier. Fragile en apparence, elle se casse au moindre effort d'arrachage et chaque fragment laissé en terre peut redonner une plante entière. Tenter de le sarcler sans méthode revient à creuser un puits avec une cuillère. La seule stratégie qui fonctionne repose sur 2 points, l'épuisement répété et le paillage occlusif. Arrachez les pousses dès qu'elles apparaissent, sans jamais les laisser feuiller pour priver les racines de leur source d'énergie. Couvrez les zones envahies avec un paillage opaque, bâche noire ou carton épais superposé, maintenu en place pendant au moins 2 saisons complètes. Et surtout, ne le laissez jamais monter en graines. Les semences de liseron peuvent rester dormantes dans le sol pendant plusieurs décennies. Chaque fleur négligée allonge d'autant la durée du problème. 12e mauvaise herbe, le chien-dent rampant. Si les mauvaises herbes organisaient des Jeux olympiques de la survie, le chien-dent décrocherait l'or dans toutes les catégories. Ses rhizomes blancs traversent tout ce qu'il rencontre. Tubercules de pommes de terre, couches de compost, voire de vieilles planches mal posées à même le sol. Sous la surface, il tisse un réseau continu qui capte l'eau et les nutriments au détriment de vos cultures. Voici l'erreur que commettent presque tous les jardiniers qui s'y attaquent pour la première fois. Passer le motoculteur. Résultat, chaque morceau de rhizome sectionné devient une nouvelle plante. Une touffe se transforme en centaines. Le problème que vous vouliez régler se retrouve multiplié. La bonne approche est lente, fastidieuse, mais elle marche. Armez-vous d'une fourche bêche, travaillez par petites sections et retirez les rhizomes entiers sans les rompre. Revenez régulièrement pour extraire les repousses avant qu'elles reconstituent leurs réserves. Un paillage occlusif sur les zones dégagées limite les nouvelles émergences. La régularité d'une saison à l'autre
reste le seul moyen d'en venir à bout. Utilisez toujours une fourche-bêche, jamais une bêche plate. Soulevez la terre par bloc et retirez patiemment chaque rhizome à la main. Autre option, couvrir la zone de carton épais en double épaisseur, maintenu en place pendant au moins 2 saisons complètes. Le chien-dent ne recule que face à une méthode répétée sans relâche. 13e mauvaise herbe, l'égopode podagraire. L'égopode s'impose dans les zones ombragées, là où d'autres plantes abandonnent. Sous les fruitiers, le long des haies, dans les recoins humides qu'on oublie de surveiller, ses feuilles, en ombelles, forment en quelques mois un tapis si dense qu'aucune vivace de sous-bois ne survit dessous. Ces rhizomes sont de fins fils blancs qui s'entremêlent jusqu'à former une masse presque feutrée. Laisser un petit fragment en terre suffit à relancer une colonie entière. Pour tenir l'égopode en respect dans un massif ou un potager, 2 outils sont indispensables. Une bordure rigide enterrée à au moins 20 cm pour bloquer l'avancée souterraine et une tonte rase répétée pour empêcher le feuillage de reconstituer les réserves racinaires. C'est une guerre de position. Elle ne se gagne pas en un été, elle se gagne à la longue par la constance. 14e mauvaise herbe, la consoude officinale. La consoude attire les pollinisateurs et ses feuilles peuvent enrichir un compost bien conduit. Beaucoup de jardiniers la plantent délibérément. C'est souvent une erreur de long terme. Son pivot plonge profondément dans le sol et il est d'une fragilité trompeuse. Au premier coup de bêche, il se fracture et chaque segment laissé en place est capable de former un nouveau plant. Tenter de l'arracher trop vite, c'est garantir sa multiplication. Ses grandes feuilles rugueuses ombragent tout ce qui pousse autour et les traitements de surface ont peu d'effet sur un pivot aussi profond. Si la consoude s'est installée là où vous ne la souhaitez pas, la solution la plus réaliste reste la coupe répétée au ras du sol toutes les 2 ou 3 semaines pendant plusieurs saisons pour épuiser progressivement les réserves. Couvrir ensuite l'emplacement avec une bâche opaque prive les repousses de lumière et renforce l'effet. Patience et régularité sont vraiment les seuls leviers qui fonctionnent. Numéro 15, le baldingère faux roseau, connu aussi sous le nom de phalaris. Cette graminée ornementale aux feuilles rayées de blanc et de vert est séduisante au premier regard. Elle est graphique, moderne, elle s'intègre facilement dans un jardin contemporain. Mais une précaution s'impose avant toute plantation. Sans contenant rigide ou barrière anti-rhizome enterrée suffisamment profond, la planter directement en pleine terre expose à une colonisation rapide, difficile à contrôler. Le phalaris est une graminée conquérante. Ces rhizomes durs forment avec le temps une masse si compacte qu'il devient pratiquement impossible de l'arracher à la main. La plante s'étend dans toutes les directions à une vitesse surprenante, passant d'une touffe discrète à une zone entièrement colonisée en quelques saisons. Elle élimine les vivaces voisines en leur coupant simplement l'accès à la lumière et aux nutriments. Et elle résiste à tout, été brûlant, hiver rigoureux, sol pauvre. C'est un envahisseur redoutablement adaptable. Le conseil pratique, si vous tenez à ce phalaris, enfouissez-le dans un grand seau dont vous aurez retiré le fond en laissant les parois intactes. Laissez le rebord dépasser de quelques centimètres au-dessus du sol et vérifiez régulièrement que les tiges ne retombent pas par-dessus pour s'enraciner hors du contenant. Sans cette barrière physique, 2 ou 3 ans suffiront pour que l'extraction de cette graminée devienne un véritable chantier. Numéro 16, la renouée du Japon. Si vous découvrez dans votre jardin une plante qui évoque le bambou avec des tiges creuses et articulées portant de très grandes feuilles en cœur, agissez sans attendre. La renouée du Japon est l'une des espèces les plus destructrices au monde. Elle est capable de fissurer les fondations d'un bâtiment, de soulever des dalles de béton et d'endommager les systèmes de drainage enterrés. En Grande-Bretagne, sa présence sur une propriété peut compliquer sérieusement l'obtention d'un crédit immobilier. Ses rhizomes s'enfoncent profondément dans le sol et s'étendent latéralement sur une distance considérable autour de la plante. Si vous la coupez, elle répond en multipliant ses tiges. Chaque intervention stimule la repousse. La seule approche réellement efficace repose sur des herbicides systémiques homologués, appliqués selon les prescriptions du fabricant sur plusieurs saisons consécutives. Ne la compostez jamais et ne laissez aucun fragment de rhizome sur le sol. Le moindre morceau peut repartir et donner une nouvelle plante. N'introduisez jamais cette espèce dans un jardin. Numéro 17, la berce de Sosnovski. Celle-ci dépasse la nuisance ordinaire. C'est un danger réel pour la santé. Cette ombellifère géante peut atteindre plusieurs mètres de hauteur et produire un très grand nombre de graines par pied. Mais c'est sa sève qui pose le vrai problème. Elle contient des furanocoumarines,
qui, au contact de la peau exposée au soleil, provoquent de graves brûlures phototoxiques, longues à cicatriser. N'approchez jamais cette plante sans protection complète. Manches longues, gants imperméables, lunettes. Et surtout, n'utilisez pas de débroussailleuse. La projection de sève multiplie le risque de contact cutané ou oculaire. La méthode la plus fiable consiste à sectionner la racine pivotante quelques centimètres sous le collet avant la floraison. Cette opération devra être répétée sur plusieurs années pour épuiser les repousses. Numéro 18. La solidage du Canada. Beaucoup la plantent encore en bordure de clôture en croyant avoir choisi une vivace rustique et sans danger. C'est une erreur. La solidage du Canada est allélopathique. Elle libère dans le sol des substances chimiques qui inhibent la germination et la croissance des plantes voisines. Avec le temps, le terrain qu'elle occupe devient progressivement hostile aux légumes et aux plantes utiles. Dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, le solidage est officiellement classé espèce invasive et sa progression sur les parcelles abandonnées est documentée et constante. Ce grand résineux doré, que beaucoup laissent pousser par négligence, peut envahir de larges surfaces en quelques saisons. Ces graines, munies d'un parachute de soie, voyagent loin portées par le vent. Si votre voisin en a un seul pied, votre potager est exposé. La consigne est simple. Arrachez-le entier, racines comprises, avant la première fleur. Une fois les aigrettes envolées, l'infestation devient bien plus difficile à contrôler. Les jolies touffes jaunes ne méritent aucune indulgence. Leur beauté est le piège. 19e plante, l'ambroisie à feuilles d'armoise. Si une seule plante de cette liste pose un problème à 2 niveaux à la fois, c'est elle. Côté sol, l'ambroisie entre en compétition racinaire intense avec les cultures voisines. Elle capte l'eau et l'azote disponibles avec une efficacité telle que les tomates et les concombres plantés à proximité en souffrent visiblement. Feuilles pâles, croissance ralentie, rendement réduit. Cette compétition est documentée et reconnue. Côté santé humaine, son pollen figure parmi les allergènes les plus répandus. Dans les régions du sud de l'Ukraine, du Kazakhstan et de la Russie méridionale, la floraison de l'ambroisie provoque chaque année de nombreuses consultations médicales. Rhinite, conjonctivite, crise d'asthme, les conséquences sont bien réelles. Sa racine pivotante lui permet de coloniser des sols compacts, argileux et secs. La méthode est simple. Dès que vous repérez un plant, même minuscule, arrachez-le avec toute sa racine. Avant floraison, le travail est faisable. Après floraison, chaque plant peut produire un grand nombre de graines dont la viabilité dans le sol se maintient pendant de nombreuses années. Les estimations varient, mais le délai est assez long pour que toute négligence se paie durablement. C'est une bataille pour la santé, la vôtre et celle de votre terre. 20e plante, le pourpier potager. Il ferme cette liste avec une discrétion trompeuse parce qu'il n'a pas l'air dangereux. C'est précisément ce qui le rend redoutable. Plante succulente, grasse et charnue, il prospère par forte chaleur. Dans le sud de l'Ukraine et au Kazakhstan, c'est un fléau estival bien connu. Son arme principale, c'est sa résistance biologique. Vous le déracinez, vous le laissez sur le sol en plein soleil, et il ne meurt pas nécessairement. Il peut continuer à mûrir ses graines grâce aux réserves en eau de ses feuilles épaisses et se réenraciner dès que l'humidité revient. Une seule méthode fonctionne vraiment. Ramassez chaque fragment jusqu'au dernier morceau de tige, mettez tout dans un seau et sortez le tout du jardin. Pas de compostage, pas de « je le laisse là, il va mourir ». Collecte totale, évacuation immédiate. Sans ça, ce tapis vert et dodu recouvre le sol si densément que vos plantations se retrouvent privées de lumière et d'espace. Vous connaissez maintenant ces 20 plantes dans le détail, leurs mécanismes, leurs ruses, leurs points faibles. Connaître ces adventices, c'est déjà la moitié du travail. On intervient au bon moment, sur la bonne plante, avec la méthode adaptée. Mais beaucoup de jardiniers se posent la vraie question trop tard. Comment empêcher ces plantes de revenir saison après saison, même après un désherbage soigné? La réponse se trouve souvent dans la gestion du sol entre les rangs, et c'est précisément ce qu'on va examiner maintenant.